échange entre personnes grandes. Et voilà, parlons un peu de ce Cameroun de demain. Voilà, ce Cameroun qui, malgré notre couleur de peau, puisque le problème du noir, c'est qu'il cherche toujours la différence, au lieu de chercher ce qui nous unit. Donc, malgré nos différences de peau, hein, il y a les albinos, les noirs, les wadjo noirs foncés, tout ça, les kikirdi, les foufoudbé, tout ça. Malgré tout, nous avons un magnifique pays, c'est le Cameroun. Et moi, j'essaye de réfléchir. Et dans cette transformation... intellectuelle, psychologique, métaphysique, technologique, industrielle. D'ailleurs, le livre que j'écris actuellement va vous faire rire. C'est Industrialisons-nous et taisons-nous. Voilà. Tout ce qu'on va faire là, faites même 1000 lives, vous n'intéressez pas le monde entier. Voilà. Tant que les Noirs n'ont pas compris que c'est la maîtrise de la science qui va nous faire sortir de la pauvreté, on sera toujours en train de pleurer, de pleurnicher, d'utiliser l'argent des gens, d'utiliser les matelas pourris des gens, de remplir les conteneurs pourris. On ne veut pas créer. Hein. Nous vivons dans un monde électro-technologique, nanotechnologique, où c'est la particule qui dirige. Vous vous rendez compte? Avec des serveurs, on bavarde, on a 1 million d'ingénieurs dehors. Ils sont même immigrés, clandestins, ils dorment sous les ponts parfois à Paris. Il nous faut juste un peu de courage pour créer des centrales et des serveurs chez nous. Un pays comme le Cameroun n'a pas de serveur. Et donc, la data, tout ce qu'on a dort à Paris, et on gueule. On engueule encore Paris alors qu'on a tout à Paris. Donc, je voulais qu'on fasse un live de délicatesse, de respect, de belles histoires. Moi, j'ai 1000 histoires à raconter. Vraiment, j'atteins l'âge et la maturité de raconter 1000 histoires. Parce que j'ai vécu. D'ailleurs, j'ai fait un live l'autre jour où quelqu'un me disait, non, mais Pépé, le guide, comment toi tu connais tout? Mais je connais tout parce que j'ai commencé, j'ai vu tout le monde. N'oubliez pas que la première radio privée dans le littoral, il y a 22 ans, c'était moi. Hein? J'étais la première personne qui dit allô, allô. Donc, et il n'y avait pas ça. C'était une radio, c'était Tom Yom, c'était beau. C'était magnifique. Paix à son âme, Tom Yoms. D'ailleurs, ce soir, j'aimerais saluer tous les grands musiciens qui nous quittent comme ça, sans prévenir. D'ailleurs, nous tous, on va quitter sans prévenir. J'aimerais saluer le papa Manu Dibango. D'ailleurs, Manu, un mois avant sa mort, on s'était retrouvé à un restaurant ici à Paris, à Bagnolet. Et j'étais avec son fils, Dibango, qui était encore là. Deido Bimbe Moukoko, il y avait Toto, Jackie Toto. Et Manu m'avait embrassé, on s'est cogné les têtes. D'ailleurs, j'étais le seul à qui il cognait la tête. Hein. Ah. Et Manu nous a dit des choses terribles. Il a dit, il m'a raconté des histoires sur le Cameroun. Hein, et mon fils, Dieu donne espoir et Boaelimbi. Et il me dit pas Mouleti, Boulou Abouam. Bonsoir. Nassom, à mon âme. Donc, et ce soir, Manu Dibango nous racontait une histoire. Que le président Biya, par exemple, arrive à Paris et il doit être reçu à l'Élysée par Jacques Chirac
Et lui, il est 18 h, il est en train de boire son petit verre dans le 17e. Il y avait un restaurant là qu'il aimait beaucoup. Et c'est la présidence française, c'est l'ambassade. Non, c'est la présidence, c'est l'Élysée qui l'appelle. Pour lui dire, mais Manu, t'es où? Viens, viens vite, le président Chirac veut te voir. Manu court vite chez lui, parce que Manu s'habillait simple. Et il arrive, il change vite, il prend un costume. Je pense qu'il a acheté un costume en route, c'est ce qu'il nous a dit. Donc, ils ont acheté un costume à Clichy quelque part là. Ils sont allés directement à l'Élysée, c'est ça, la mémoire, voilà. Et c'est quand il arrive à l'Élysée qu'il tombe sur... Il est au courant donc, c'est le président camerounais. Et quand le président Biya voit Manu, le président l'embrasse et le président fait comme si il s'était donné rendez-vous. Donc c'est pour ça que Manu... Et Manu n'a rien dit. Manu aussi a fait comme s'il était au courant que le président arrivait. C'est pour dire aux jeunes aujourd'hui que quelles que soient nos divergences, sauvons toujours la République. Parce que Manu nous a dit qu'il a fait ça pour sauver le Cameroun. Parce que c'est Chirac qui l'appelle, c'est pas le Cameroun qui l'appelle. Et il achète son costume en route à Clichy quelque part, voilà, en passant. Il fait tout pour arriver à l'Élysée, alors que c'est son président qui est là. Et personne à l'ambassade n'a voulu dire à Manu que le président est là. Mais devant le président, ils ont fait le jeu. Même Chirac était étonné. Donc il faut toujours sauvegarder la face du pays, malgré nos divergences. C'est ça. Et Manu, c'était... Tout le monde connaît sa résidence à Champigny. C'était quelqu'un de... Je ne sais pas, c'était la locomotive, c'était le parrain, c'était le sorcier, c'était... il a fait passer tout le monde. Tout le monde a joué chez lui, même ceux qui ne sont pas reconnaissants aujourd'hui. Manu avait un orchestre ouvert. Si tu as le talent, tu joues. Et tout le monde a mangé le nom de Manu, ou derrière le nom de Manu. Donc il devait avoir une stèle au Cameroun. Je dis une stèle. Donc c'est parlant des musiques là que j'ai pensé, parce que moi, ma sélection, c'est Francis Cabrel, c'est le chanteur de mon père. Et j'ai grandi avec Francis Cabrel, mais j'ai aussi grandi avec Sardou, avec Brassens, comme nous tous. Hein. Je pense que c'est Banda Kani qui a dit quelque chose de très, très important. Tous les Africains sont des Français qui s'ignorent. En réalité, on a été dupés, on est tombé très mal dans ce monde-là. On est tombé dans le tchouki. Quand tu as embrassé la culture de quelqu'un, quand tu parles la langue de quelqu'un, tu écris dans sa langue, tu peux tout faire et tu utilises encore sa monnaie. Il faut être juste un sorcier pour refuser que on est dedans. Maintenant, comme disait quelqu'un, je discutais avec une dame très éclairée cet après-midi ou ce soir, et je lui expliquais qu'en réalité, la langue, il faut s'approprier la langue de l'autre. Si tu vas pleurer que ce n'est pas ta langue, le français n'est pas notre langue, on ne s'en sortira jamais. Le français qu'on parle aujourd'hui, c'était parlé par les Francs, mais c'est le latin. Mais ça n'a plus rien à voir avec le latin, à part la racine. Le français qui est parlé à Abidjan aujourd'hui n'est pas le même français qui est parlé en France. Le français qui est parlé au Cameroun. Hein? Si je dis, gars, je te toxe vraiment, je suis Gonangché Langala et tout. Ça, c'est un français, mais c'est une autre langue. C'est comme si les créoles refusaient aujourd'hui aux Antilles d'être des créoles parce que c'était la langue des esclaves. Non, c'était la langue des esclavagistes. Ils ont réussi, il faut lire Édouard Glissant, hein, qui est un grand poète, ils ont réussi à transformer la langue de l'oppresseur en leur propre langue. Et c'est ça que j'invite les jeunes Camerounais, Africains à faire. Servez-vous de la force de l'ancien colonisateur pour le dompter ou pour améliorer, pour quitter dans sa chose. Parce que nous sommes dans un monde de guerre et c'est la guerre qui fait vivre. C'est la guerre qui fait vivre. C'est le moteur de la haine. La guerre, c'est le moteur de la haine. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, il faut rarement répondre. Hein? Quand quelqu'un est méchant,
dans sa propre vie, il sera méchant sur les réseaux sociaux. Et en réalité, c'est lui qui souffre. Quand quelqu'un est méchant, parce qu'un homme normal ne peut pas se lever le matin, il ne te connaît pas, il vient, il t'insulte. Ça veut dire qu'il a un problème. Il a un problème. Mais bon, la vie n'est pas facile. Alors, quelqu'un m'a demandé quel est le sujet. Non, je cause. Poser des questions. On parle de la vie, du Cameroun. Le Cameroun qu'on aimerait avoir. Voilà. Dieu donné, espoir vous dit, c'est une sensibilisation à de la conscience fondamentale. Ça, c'est très bien dit. Kir Danube Wandi, salut à toi Kir Danube. J'ai beaucoup de respect pour toi, pour tous ceux qui me suivent. On a souvent été borderline, vous savez, nous les Bassa, même bip. Donc de temps en temps, il y a un peu un coup de sang, mais en réalité, on dit, on est gnolo, on est posé. Il faut aborder la vie avec beaucoup de tranquillité. Quand on va vers la cinquantaine, là, il faut être posé. On dit chez nous, les Sawa, déjà posé, ou déjà posé. Et Deidon Bimbem Koko, donne-moi les nouvelles de ton album. J'espère que tout le monde a acheté ton album. Moi, je l'écoute, cet album, il est magnifique. J'ai 2 petites réserves, mais pourquoi le dire ici? J'adore déjà ce que tu as fait. Il faut t'encourager parce que tu es l'un des grands maîtres musiciens à Paris et ça fait 20 ans que tu joues et tu mérites plus de 20 ans et tu méritais d'avoir ton album. Et c'est un album que j'inviterai les auditeurs à déguster. Salut Deido. Donc je parlais justement de notre dernière rencontre avec Manu. Tu étais là. D'ailleurs, Belka Tobi était là à cette soirée. On a fait une belle photo. Et Manu nous a tellement dit des secrets sur le Cameroun. Il dit, bon, il a choisi à titre personnel. Je lui ai dit, mais Manu, pourquoi tu ne rentres pas au pays? Manu me dit, il a choisi de rester définitivement en France pour allonger son temps de vie sur Terre. Et pour sa tranquillité, parce que Manu a fait des retours, hein, des comebacks. Avant que vous ne soyez né, Manu est rentré au pays au moins 3-4 fois. Manu a ouvert un cabaret à Yaoundé. Et il nous a dit à moto. Vous savez, Manu était un blagueur terrible. Deido est témoin. Manu nous dit que dans son cabaret qu'il a ouvert en plein Yaoundé, où les jazzmen américains arrivaient même déjà, c'était plein tous les soirs. On lui a lancé des serpents. Un soir, il arrive, il trouve au moins 50 serpents dans son cabaret. Les gens commencent à fuir. Tous les jours, les serpents, les serpents. Rien que ça. Sans compter la médisance, la haine, la jalousie. Non, nous avons un pays dur. Nous avons un pays... On est des... C'est pas facile d'être brillant. C'est pas facile d'être accepté quand tu es brillant. On va parler d'ailleurs de brillant tout à l'heure. Hein, Ekambi, père son âme, c'était mon grand frère, mon papa. J'ai un rapport étroit avec toutes ces légendes-là. J'aurais pu écrire un livre sur Manu. Hein? Moi, j'ai côtoyé toutes les légendes. Même Belle Joseph Antoine, par exemple, dans le football. Un soir, j'appelle Belle Joseph Antoine. Le livre qu'il a écrit, Belle Joseph Antoine, au fond de ma cage, quelque chose comme ça. C'est moi qui suis à l'auteur, qui suis à l'origine. Parce que je quitte un soir, j'appelle Belle Joseph Antoine. Il me dit, retrouve-moi à la salle de sport à Bonapriso. S'il est connecté, il dira. J'ai déjà fait le schéma. Je dis, non, mes grands frères, tu ne peux pas rester comme ça sans écrire. Donc, je suis allé voir Belle Joseph Antoine avec le schéma de son livre. Et on en a discuté, il a dit ok, et puis bon, après on a pu travailler ensemble, mais il a écrit son livre. Donc je suis quelqu'un tout le temps qui veut voir les autres se surpasser. Et au Cameroun, on n'aime pas les profils comme les miens, puisqu'on dérange. Quand vous avez le talent ou un petit génie, vous êtes attaqué par tout le monde. À tout le monde. Tout le monde. Donc, je disais donc que, oui, le Cameroun est un
Avant même d'atteindre la politique, le Camerounais d'abord n'est pas humble, ne dit pas merci quand on lui apporte quelque chose. Tu peux même donner une maison à tes parents, ils ne te diront jamais merci. Tu peux même créer une usine, une société, tu confies à ta famille, elle ne te dira pas merci, elle va critiquer. Nous critiquons beaucoup. Et c'est les trois syndromes de la misère. La critique. Quand les gens critiquent trop, ça veut dire qu'ils sont négatifs. Ils sont défaitistes. Les vrais gens n'ont pas le temps de tout critiquer. Est-ce que c'est un boulot de s'asseoir là du matin au soir, de critiquer tout, même les mouches qui volent? C'est la négativité. Et nous sommes très négatifs en Afrique. Il y a une charge négative qui ne permet pas d'évoluer. C'est pour ça qu'on tourne autour du pot. Voilà. Merci Eric Njitoyap, mais de grâce, laissez-moi ce soir raconter des belles histoires. Je n'ai pas besoin d'intrigue. Je n'ai pas besoin d'intrigue, hein, mon petit frère. Parce que si je te prends une box là maintenant, tu n'auras même pas le courage de me parler. Donc, vous venez toujours comme ça. C'est ça cet esprit. Il y a une injustice au Cameroun. Sous prétexte qu'on est des hommes publics, on ne doit pas répondre. Mais parfois, vous êtes juste calme. Quelqu'un se lève et vous insulte. Dès que vous répondez, il fait la capture d'écran. Il va mettre, il dit, vous voyez comment il m'a insulté? C'est pathétique. Un vrai homme ne fait pas ça. Donc, ce que je voulais dire, trop de critiques. Les trois synonymes de l'échec. Critique, inutile, de tout. Avec les lives aujourd'hui, tout le monde parle comme un rapalmiste. Et les sujets qu'on ne maîtrise pas. Je vous ai fait un cours l'autre jour entre la différence et l'opinion. Les opinions, c'est vous, c'est personnel. Mais les faits, vous n'avez pas les faits. Et vous n'avez pas le droit de parler sans les faits, sans vérifier. Donc, les Camerounais, vous n'avez qu'une seule critique, c'est vous n'avez pas la critique constructive, la négativité. Et puis la procrastination, on repousse tout ce qu'on a à faire parce qu'on a tout critiqué, donc on ne fait rien. Quelqu'un qui est occupé n'a même pas le temps de savoir ce que vous faites de vos vies. C'est pas possible. Alors donc, ce que je suis en train de dire, qui est très important, c'est... bon, les Noirs cherchent toujours, surtout au Cameroun, on cherche toujours... D'ailleurs, c'est Chaplin qui disait que quand je regarde le miroir, moi, je ne ris, je suis fâché, lui, il rit le miroir. Ça veut dire qu'il y a un problème. Alors donc, on parlait de Manu. Moi, les souvenirs que Manu m'a laissés, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi au Cameroun. Il a perdu beaucoup d'argent. Et il a failli se faire mordre par des serpents dans son propre cabaret. Et c'était dans les années 70 et il a tout abandonné, il est parti. Jusqu'à sa mort. Mais il aimait beaucoup le Cameroun. Alors, on parlait par exemple d'un grand frère comme Ekambi Briand. Un papa. Il faut savoir que quand il y avait la RTM, la radio de Tom Yoms, et mon jeune frère Calibri peut témoigner, Calibri venait laver nos voitures. Hein? Des jeunes... Tous les artistes camerounais venaient me voir. C'était moi le patron. J'étais la grosse star. Voilà. Et ne soyez pas offusqués, c'est l'histoire. Voilà. Donc, bon, on parle par exemple d'un grand frère comme Ekambi Briand. Ekambi Briand, grosse star ici en France. Avec l'actuel mari de Chantal Aïssi.
c'est lui qui arrangeait un peu. Hein? Slim Pézin, c'était un des barons, un des premiers grands arrangeurs. Et Camille Briand avait des compositions de génie. Je regrette parce que j'étais à Douala et Camille Briand m'attendait chez lui. Il était déjà malade. Mais sa femme avait déjà fait le ndolé et les miondo et les makaboma sese. Et il m'attendait à Dibombari. L'erreur que j'ai commise, c'est que j'avais une urgence sur Yaoundé. Et j'ai pris la route et Camille Briand m'a appelé au moins 10 fois sur l'axe lourd. Je dis non, papa et Cambi, j'ai déjà pris la route. Il dit c'est pas possible, c'est pas possible. Ton dolé t'attend. Tu ne peux pas, je t'attends. Et c'était la dernière fois que je parle avec le papa et Cambi Briand. Il faut savoir que Cambi Briand, quand il venait au Cameroun, il avait concert au stade à quoi? Parce qu'aujourd'hui, on croit qu'il y a des stars. Il n'y a plus de stars. Il n'y a pas de stars au Cameroun. Hein. La dernière grosse star, c'est peut-être Petit Pays, je ne sais pas. Mais il n'y a plus de stars. Hein? Et donc, Cambi Briand était la plus grosse star, vraiment. Manu était le greatest, mais Cambi était le showman. Le showman. Je me rappelle Popoli, quand Cambi Briand rentre des États-Unis en 87, hein? Non, en 97, voilà, un truc comme ça. Et le Popoli titre « L'homme aux rouflaquettes » est encore revenu. Les rouflaquettes, c'est les cheveux qu'il y a ici. Donc, on se moquait de Camille Briand, pourtant c'était quelqu'un qui avait 50 ans d'avance. Il a fait du show à la télé, à la CRTV. Il a produit des émissions. Il avait des concepts, il était producteur, animateur, chanteur. Il a chanté même ici en France. Les Demi Rousseau ont triché ces chansons. Les Moussolo qui sont repris partout. Hein? La variété française l'a classée au top des tops. C'est pour ça que j'aimerais vraiment, enfin on lance la télé là bientôt, mais c'est des choses. Il faut raconter aux gens l'histoire de leur pays, pas seulement sur le plan politique, mais dans la culture, la société, le vivre ensemble. Hein? Oh, ben laissez-moi l'histoire. Vous voyez, moi je parle de Camille Briand, lui parle de Longuet Longuet, comme si j'ai parlé de Longuet Longuet ici. Mais quel est cet esprit-là? Écoutez d'abord. On ne sait même plus écouter. T'es fou, Négou. Vous voyez comment moi je vais alors discuter? Je veux vous raconter les belles histoires. Lui dit que c'est... Il dit le guide, c'est le régime de Biya qui a tué le Makosso. Bon, franchement, c'est ton avis, c'est ton opinion. Moi, je ne discute pas vos opinions. Hein? Mais quand moi, je donne mon opinion, vous vous fâchez souvent. Hein? Qu'est-ce que j'ai à vous? C'est assumez vos opinions. Mais ton opinion, démontre-nous ce que tu dis. C'est quand même grave ce que tu dis. Mais moi, je dis quand même, par exemple, que j'ai eu la chance de côtoyer toute la crème camerounaise. Tom Yom, c'était mon parrain. Puisque c'est avec lui que j'ai commencé. Et Tom Yoms m'a pris parce que j'avais la voix. Tom Yoms m'a écouté 2 fois. Et il faut savoir qu'à l'époque, Oh, t'es fou, Négou, arrêtez ces choses-là. Je t'adore bien, mais comment tu dis que le régime de Paul Biya a imposé le Bikoutsi au détriment du Makos? Est-ce qu'on est dans les batailles de division ce soir? Je vous raconte les histoires de notre pays. Hein? Oh, voilà encore le clanisme. Maintenant, tu vas créer 2 camps, du Bikoutsi là-bas, du Makot ça ici, du Mangambe en face, de ceci. Oh là là là. Ah, c'est difficile. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que... Et Cambi Briand, donc, voilà, vous avez vu, on s'est rencontrés, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Hilton Hotel, et les gens qui parlent des obsèques d'un grand monsieur comme ça aujourd'hui, c'est juste pathétique. Il faut savoir que quand vous ne vivez plus, vous n'êtes rien. Ou même de votre vivant. Quand vous êtes malade,
surtout au Cameroun. Demandez à Guy Doumbel, l'avocat spécialiste du droit des hôpitaux. On n'a aucun droit au Cameroun. Hein. Et Kambi Briand, la dernière fois qu'on s'est parlé au Hilton, il était très bien habillé, comme toujours. C'était moyen. Hein? Bonsoir, JF, belle, mon petit frère de cœur. Guy Doumbel, le frangin. Mais je te cherche. Est-ce que tu peux participer à ce live-là? Passons aussi des soirées où on passe un peu d'agréables moments. Écoutez les histoires que les petites anecdotes. À Yaoundé, on dit c'est bien qu'on se parle entre Camerounais. D'autres choses. Et puis on va tomber sur la politique si vous voulez. Moi, je suis ouvert. Je suis un homme politique, non. Je ne suis pas un homme politique déconnecté. Je viens de la base. Voilà, j'ai commencé là, tout petit. Donc je connais le Cameroun de A à Z. Alors, quand je discute avec Kambi Briand au Hilton, évidemment, je lui offre une tasse de thé. Et puis moi, je suis en live d'ailleurs, je fais un live. Ce qui m'a marqué, c'est que Kambi Briand est resté digne jusqu'à sa mort. Mais ça montre qu'il souffrait. Et Kambi Briand il avait un sens de l'honneur. Mais il souffrait déjà. Puisqu'il m'a fait la confidence. Et il est venu, il venait à Yaoundé rencontrer des ministres et des personnalités. Vous savez, au Cameroun, quelqu'un vous dit « venez me voir ». Un ministre peut vous dire « venez me voir », mais vous faites 2 semaines, là, il ne vous voit même pas. C'est tellement dur parfois de saluer un directeur général au Cameroun. Je dis « saluer » même. Parfois, les ministres marchent et disent « militaire », disent « policier ». Donc c'est tout ça. Et Kambi voulait rencontrer des ministres. Il voulait rencontrer 1 ou 2 ministres et il traînait là où Hilton, donc il attendait. On avait demandé qu'il attende. Et vous avez vu dans le live, et Kambi Briand a rencontré, il a rencontré quelqu'un et tout, et c'est pas agréable à dire, mais Kambi, je ne vais pas dire ça. Je ne vais pas dire. Mais Kambi, quand même, ce jour était né. Il avait une cravate, et c'était une cravate Lanvin. Lanvin ou Lancôme? C'est Lanvin. C'est ça. La cravate de Kambi Briand, il avait la facture. C'est des cravates de 1 500 €. La cravate. Le costume était à 9 000 € pièce. C'était un ensemble. Bon, c'est pour vous dire comment l'homme a gardé la dignité. Et il voulait créer un musée. Il me cherchait d'ailleurs pour ça, parce qu'il savait que moi, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que j'ai produit des artistes. J'ai aidé tout le temps. J'ai donné de l'argent aux artistes. J'ai dépanné des artistes. J'ai écrit même pour des artistes. J'ai encadré, j'ai managé des artistes qui ne savent même pas dire merci. Mais ça, c'est pas très bien. Donc, et Kambi Briand m'a dit clairement qu'il est très déçu parce qu'il voulait mettre un musée chez lui, chez moi, là-bas à Dibombari. Un musée de la culture, de la musique, et où il allait exposer toutes ses tenues de scène, ses guitares, ses prix ramenés partout. Mais il lui fallait les moyens. Il fallait les moyens. Oui, merci Guy Doumbé. Oui, il avait une cravate Lanvin, un costume Lancôme. Enfin, c'était trop... Mais c'était tellement... Et c'était la soie pure. C'est Kambi qui a produit Célastella. Et c'est Kambi qui a révélé Angeline Kidjo. Pour moi, et Kambi, c'est obsèque nationale.
comme Manu d'ailleurs. Pour moi. Il faut savoir que quand Ekambi jouait au stade à quoi, le stade était plein. Pour un concert qui commence à 19 h, le stade était plein à midi. Et le rang partait du stade à quoi jusqu'à Ngodi. C'est pour ça que je réfléchis à ce Cameroun-là qui se met en place, ce Cameroun de... Je ne sais pas quel Cameroun on envisage demain, voilà. Le président Biya, c'est clair, ça ne sert à rien, si vous êtes un peu futé, ça ne sert à rien de faire des débats et des charges inutiles. Quand on atteint cet âge-là, on ferme un peu. On ferme avec le respect et la dignité, on respecte. Mais ce qui est important, c'est l'avenir du Cameroun. Qu'est-ce qu'on va faire du Cameroun de demain? Parce qu'on va toujours être ensemble. Est-ce qu'on va continuer à avoir une mentalité de négativité? Est-ce qu'on va continuer de se détester? Mais oui, on parlait de Kambi. Bon, et Kambi, ce n'est pas que payer vos impôts. Ça, c'est hier, là. Hein? Allez sur Internet, vous allez voir la discographie de Kambi Briand. C'est l'un des plus grands compositeurs africains. Mais c'est vrai qu'au Cameroun, il y a Misengo François qui est le plus grand, l'un des plus grands. Et Kambi, c'était... Il a fait le tour du monde. D'ailleurs, il est chanté jusqu'au Japon. Ben, c'est pas important. Ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire demain? Avec qui va diriger le Cameroun? Qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre? Moi, je suis fier de moi. Non, sortons un peu de ce débat Mako Sabikoutsi. Vraiment, élevons un peu la pensée. Moi, je ne suis pas venu là pour ça. Laissez les spécialistes de ce genre d'intrigue là faire ce genre de débat. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on fait du Cameroun demain? Qui va gérer le Cameroun? Qui vont gérer le Cameroun? Parce que ce n'est pas une affaire d'une personne. Évidemment, il y aura un président, mais qui? C'est quelle équipe? C'est maintenant qu'on commence à choisir les talents qui doivent nous gérer. On doit faire une équipe de talents. Il faut une équipe de talents. Quand on dit talent, ça veut dire on est tribalisme, vous oubliez. Communautarisme, vous oubliez. Clanisme, vous oubliez. Favoritisme, vous oubliez. Et moi, je rêve de ce Cameroun paisible-là, parce qu'on a tout pour être riche. Hein. On a trop d'argent. Il y a trop d'argent au Cameroun. Il y a trop de nourriture. Il y a trop d'intelligence. Il y a trop de belles femmes. Un pays où il y a de belles femmes est un pays qui est riche. Les femmes sont tellement belles au Cameroun que si tu n'es pas fort, tu as la torticolis. D'ailleurs, le père Kadi de Fosso, dont on célèbre les 50 ans de la création de l'UCB ces jours-ci, ils ont beaucoup d'argent là-bas. Hein. Ils ne m'ont pas donné ma part. Pourtant, j'ai beaucoup bossé pour UCB. Hein. Alors, nous sommes dans les années 94. Le père Kadji faisait une soirée dans son hôtel qui est devenu le K Hôtel. N'est-ce pas? Je ne sais plus comment ça s'appelait avant. C'était toujours au premier étage, il y avait un grand balcon. Et le père Kadji, qu'est-ce qu'il y avait même là-bas? Il y avait une fête. Il avait coutume de faire de grandes fêtes. Et c'est moi qui présentais la soirée. Donc, il n'y avait que ses enfants. Enfin, la grande famille du père Kadji. Hein. Gilbert, madame l'avocate. Gilberte. Hein, l'avocate, c'est Gilberte. Voilà. Donc, quand j'ai fini de parler, il m'a appelé, il croyait que j'étais ma femme. Hein? Donc,
Il m'a dit, Maladi, Yamla. J'ai seulement dit, Yamenor. Je tombais Menor, mais moi aussi, j'ai seulement dit, Yamenor. Bon, après, on a causé. Il était très... Il voulait absolument que je commence à travailler. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec UCB à l'époque, mais les spots, la campagne publicité, voilà, le marketing, tout ça là. Et donc, c'est comme ça que c'est le père Kadi lui-même qui avait demandé. Voilà. Et ce que je voulais dire du père Kadi, c'est que j'ai eu le temps de connaître. Vous voyez, j'ai la grâce. Quand vous nous voyez là sur Facebook, on a un parcours. Hein. Donc, le père Kadi m'a pris comme ça. Et il croyait que j'étais ma femme parce que c'était un truc fermé, c'était familial. Je ne sais plus qui m'avait introduit là. Je vais trouver, je ne sais plus. Donc, quand il m'a vu, il savait que j'étais ma femme. Mais après, bon, c'était pas... On ne m'a pas exclu, au contraire. Mais il disait que je dois rester là à Kadi, travailler avec Kadi. Mais ce que j'ai vu avec le père Kadi, c'est que c'était quelqu'un de très ordonné. C'était des papas qui... Bon, alors, d'ailleurs, le père Kadi donc arrive en Afrique du Sud, où il a beaucoup d'affaires. Il a des hôtels là-bas. Hein? Donc le père Kadi, dès qu'on l'installe dans sa suite, il guette la fenêtre. Il voit les femmes sud-africaines passer. Une passe, elle est laide. Bon, on ne va pas dire une femme laide, excusez-moi, on cause. Il voit, bon, elle n'est pas très canon. Il voit une deuxième, il referme les rideaux, il dit, ah, moi je ne peux pas rester dans un pays où les femmes sont laides. Donc voilà. Alors pour le père Fotso Victor, par exemple, voilà, moi j'ai eu la chance extraordinaire. C'est pour ça que quand on a des parcours comme les nôtres, vraiment, on est là pour transmettre. Et tout ce que je dis, vraiment. Alors, j'ai mon meilleur ami, hein, mon frère Franck Fotso. Franck Fotso, c'est l'un des fils de Fotso Victor, du père Fotso, qui est un grand. Hein. Bonnes études, MBA, tout ça. On dansait, on allait à Monaco, Paris, tout ça. Et il a fait de bonnes études. Et il était aux États-Unis au moment de rentrer. Quand il rentre, il est directeur de Pilcam. Pilcam, c'est la société des piles. Et bon, et puis, voilà. C'est moi, on fait le brain. Et d'ailleurs, c'est même... Je vous fais une confidence, c'est Franck Fotso qui m'a fait rentrer au Cameroun. Hein. Voilà, en quelque sorte. Donc, et un soir, on arrive à Banjul, parce que Franck Fotso se mariait. Il faut savoir que la mère de Franck, je pense que c'est une très grande dame. Elle est conseillère du président, voilà, du président Paul Biya. C'est pour ça qu'au Cameroun, vous qui n'avez pas la chance d'avoir accès à cette société-là camerounaise, vous ne pouvez pas comprendre qu'en réalité, c'est un petit bloc. Tout le monde se connaît et tout le monde travaille ensemble. La femme du père Fotso est conseillère du président Paul Biya. Voilà. Elle travaille à la présidence. Très grande diplomate. Donc, on arrive à Banjul, donc, et voilà, donc, pas une fois, pas deux fois. Donc, moi, je dors quand même au palais du père, parce que le palais du père Fotso à Banjul ressemble au palais d'Etoudi, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est extrêmement beau. C'est beau à Banjul. Et bon, on ne dit pas ce que le père m'a dit. Mais le père Fotso me connaissait très bien. Et ça m'a marqué parce qu'il m'a appelé par mon nom le lendemain. Et puis voilà. Je dis, mais comment un papa comme ça, multimilliardaire, il a plus de 500 sociétés, il a des mondes. Mais il savait que j'étais avec son fils et voilà. Ça m'a touché. Et c'était des papas qui ont bien vieilli. Maintenant, je ne commande pas les vies personnelles, hein, les vies privées. Ça, c'est pas... Non, on est là pour causer. Et je vous parle juste des rencontres.
Et c'est grâce à Franck Fotso que j'ai rencontré son père. Et d'une intelligence terrible. Là, j'ai le livre d'une de ses filles ici. Je ne sais pas. Il a une fille qui est avocate. Je ne sais pas où est le livre. Elle s'appelle Christelle. Voilà. Elle s'appelle Christelle Nadia Fotso, défigurée, mes lignes de vie et la petite mort du dernier Bamileke. Vous voyez? Ça, c'est Christelle. Elle, je ne l'ai pas vue. Hein? Voilà. Mais j'ai lu le livre. Voilà. Donc, quand on a cette expérience que j'ai, quand on a cette expérience, on est heureux d'avoir mon parcours. On est heureux de parler de ce Cameroun. C'est pour ça, quand je parle du Cameroun, de nord au sud, de l'est à l'ouest, j'ai la légitimité. Ça peut vous plaire ou pas, mais j'ai la légitimité parce que moi, mon destin m'a toujours amené vers les grands hommes. Peut-être moi, je suis rien, mais c'est mon destin. Depuis petit, hein, c'est moi qui fais les réunions de famille. Donc, il y a le leadership naturel, malgré qu'au Cameroun, ce soit très dur. Des gens comme nous, on a beaucoup de combats, on a beaucoup d'obstacles, on n'est pas souvent compris, ça je le sais, même quand on s'investit. Mais ce qui m'a marqué quand même chez le père Fotso, c'est que c'est des gens qui n'étaient pas passés par HEC. Ce n'est pas des gens qui étaient passés par Harvard. Mais ils avaient une intelligence de laisse-nous ça. Quand tu parlais avec le père Fotso Victor, quand il te pose une question, réponds. Nous, nos contournements là, hein? Et il savait qu'on vient de France avec les gros diplômes, le bavardage. Il me dit, mon fils, voilà, est-ce que ça marche? Je voulais faire comme ça. Il dit, est-ce que ça marche? Donc, et c'est grâce à des gens exceptionnels comme ça qu'on construit un pays. Hein? C'est le père Fotso qui a construit le Cameroun en partie. Regardez le nombre de sociétés qu'il avait à Douala, de Fermancam, à Pilcam, à Unalor. Et s'il n'y a pas de grands hommes pour investir massivement dans l'économie aujourd'hui, on tombe. Pourquoi il y a plus de chômage? Pourquoi les gens pleurent? Pourquoi les gens galèrent? C'est parce qu'il n'y a plus de capitaines d'industrie. Un pays, c'est les capitaines d'industrie. C'est ce que je veux tenir comme discours. Et les gens ils font semblant d'avoir mal nettoyé leurs oreilles. Et tu ne peux pas avoir un capitaine d'industrie dans un pays qui est contre le système. Le système le tue, l'écrase. Donc même contre sa volonté, l'intelligence commande d'aller avec le système. Quelles que soient tes opinions. J'espère que beaucoup, vous me comprenez. Ça, c'est un live d'adulte. Hein. C'est pas... Merci Dieu, il n'y a pas beaucoup d'hystériques. Il y a beaucoup de responsables qui écoutent. Il y a des gens qui sont là, bien calés, voilà, parce que c'est une maturation. On essaye d'amener. Et vous savez que ce n'est pas... Quand, évidemment, le président Paul Biya allait où? Il se dit que le président Paul Biya dormait à Banjul. Ça, c'est vrai. N'est-ce pas? Voilà. Donc, et ce n'est pas une amitié d'aujourd'hui. Le président Biya était déjà Premier ministre. Et le président Biya avait une seule passion, c'est le cinéma. Le président Biya adorait. Il y avait le Capitole à l'époque et la Biya. C'est ça, non? À Yaoundé. Et le président, juste après le journal, bon, il était Premier ministre, hein, il allait voir le film tous les soirs avec Fotso Victor. C'est des vieux amis. Alors, je ne suis pas là pour raconter la vie de Fotso Victor, du père Fotso Victor, mais je dis simplement que oh, Tefunego, toi tu aimes... Toi tu sors même d'où là? Il y a tout un type comme ça en faux profit qui dérange.
Fotso Victor n'a pas commencé par... Il n'a pas dit qu'il a vendu un grain d'arachide et il est devenu riche. Le père Fotso Victor, il était installé d'abord en Balmayo. Il a commencé à vendre des journaux. Non, non, ça c'est Tala. Ouais, ça c'est... Ah, comment il s'appelle? Jean... Jeune Afrique, là. Non, ça c'est Tala. Mais le père Fotso Victor, je pense qu'il a commencé ses activités en Balmayo. Enfin, il s'est installé en Balmayo et c'est lui qui a... Il a commencé à développer des grands commerces il y a 50 ans. Ah. Moi, tu me ramènes l'histoire d'Arachide comme si on est au quartier ici. Voilà, le président allait au cinéma Abia. Voilà, c'était... Il y a le Abia, exactement. Et qui avait le cinéma Abia? Pour l'époque. Aujourd'hui, regardez comment les hommes d'affaires camerounais fuient la culture. Et c'est Bolloré aujourd'hui qu'on insulte, qu'on déteste. C'est Bolloré qui nous crée les canals Olympia. C'est une insulte. C'est une insulte. Parce que les Camerounais aujourd'hui, notre génération-là ne vend que la friperie. Milliardaires de la friperie, milliardaires des babouches chinoises, milliardaires des... On ne fait pas un effort. Voilà. On ne fait pas un effort de nous surpasser, d'avoir cette valeur sacrificielle. C'est ça qui peut développer un pays. Voilà, Jeanne Petre croit, je pense qu'elle connaît bien le milieu, Jeanne Petre là. Voilà, le président Biya ne ratait pas les séances, puisqu'il y avait le journal à 20 h à la radio, quand le journal finissait, il allait directement au cinéma, généralement, et il était évidemment avec le père Fotso. Et il y a un monsieur que vous ne connaissez pas, qui est à Douala, qui était directeur de Radio Cameroun, ça je vous raconte, c'est Richard Ekoka Sam Ewandé, le blanc, hein, albinos. Il est venu faire des études de journalisme ici à Paris, il était major, hein, et c'est lui qui... Non, monsieur Fongo Tongo, un peu de respect, ce n'est pas votre life. Ouais. Il dit, l'histoire que tu nous racontes là va baisser les produits de première nécessité. Il faut dire la vérité. Ouf, je ne suis pas venu baisser les prix de première nécessité. Je ne parle pas de ça encore. Si tu veux parler de l'inflation, pourquoi tu es nuisible comme ça, monsieur? On fait une causerie éducative pour passer un bon soir, parce que les gens s'ennuient. Moi-même, je m'ennuie. Donc, au lieu d'aller boire de l'alcool et traîner dans Paris, je prends mon temps pour bavarder, hein? Alors, voilà le prototype de Camerounais. Voilà un Camerounais qui me dit que ce que je raconte là va baisser les prix au marché. Mais mon frère, j'ai dit que je fais le direct pour baisser les prix au marché à quel moment? Le Cameroun est victime de ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est quand vous importez tout ce que vous devez manger. Quand vous ne produisez rien. Quand vos meilleurs médecins fuient. Quand les meilleurs enseignants fuient pour aller se cacher dans les pôles nord du Canada. Quand les femmes qui devaient préparer et cultiver les champs sont cachées à Bruxelles en train de s'injecter les produits de beauté éclaircissants. C'est vous-même qui êtes à la base de l'inflation. Parce que nous avons un pays où tout pousse. Même les raisins poussent, les fraises. Quand vous allez surtout à l'ouest du Cameroun, vous vous dites comment on peut avoir un pays, un coin comme ça, comme la Suisse, et on est pauvre. Le haricot pousse à l'ouest.
les raisins, les pommes de France, comme on dit. Les pommes de France poussent. Mais les gens ne travaillent plus. Ou on ne travaille pas. Ou on ne modernise pas. Mais monsieur, arrêtez de m'embêter, je ne suis pas là pour... Mais si tout a augmenté, je suis en train de vous expliquer. Vous savez ce que c'est que l'inflation? Mais il fait exprès ou quoi? Oh, c'est pas possible. Toujours en train d'apporter les énergies négatives. Moi, je suis en train de raconter des petites histoires pour qu'on en parle, pour qu'on passe un bon moment. Je ne suis pas là. L'inflation, c'est l'augmentation générale et durable des prix. Alors, tout ce que tu dis là, c'est pas ici qu'on va venir faire un cours d'économie. Quand il y a l'inflation, le pouvoir d'achat baisse. Et respecter le président Biya ici, c'est pas le son direct. C'est pas, ne faites pas ça, dépassons un peu ça. Après, vous gardez vos opinions pour vous. Moi, je ne suis pas le guide de la morale. Je rêve justement de ce pays où chacun dit ce qu'il veut, mais dans le respect de l'autre. Dans le respect voilà. Moi, je me suis battu toute la vie pour la démocratie. Ce n'est pas en vieillissant que je vais être contre. Donc l'inflation, c'est la modification des prix. Donc un rapport de prix entre les biens. Les prix augmentent et ça perturbe l'économie. Nous ne travaillons pas assez. C'est-à-dire que nous ne créons pas de valeur ajoutée. Tout ce qui... Bon, je vous explique par exemple le système des APE. Moi, je pense que c'était une erreur. En même temps, les Occidentaux nous imposent tout. Même la corruption dont on parle dans nos pays, là, c'est eux qui amènent la corruption. Parce qu'ils ont la main qui tend. La main qui est supérieure, qui donne, qui met la pression. Ça s'appelle les rétrocommissions. Vous savez que parfois, on nous donne un prêt et on ne touche même pas l'argent. Il faut expliquer aux Camerounais que quand on nous donne un prêt de la route, par exemple, la France nous fait un prêt pour construire la route, la pénétrante Est à Douala. C'est un exemple. Ils disent c'est 100 milliards. Il faut expliquer aux Camerounais que les 100 milliards là n'entrent pas dans la poche du Camerounais. La France dit je vous donne 100 milliards. Elle prend 100 milliards qu'elle donne à Razel, dans une société française, qui va exécuter, mais c'est sous forme de prêt, hein. Mais le prêt est donné directement à la société exécutrice, adjudicatrice, voilà. Donc, et Razel fait la route, et Razel est payé directement par ce système français. Et puis Razel, dès que c'est fini, Razel renvoie l'argent. Et les Camerounais qui sont dans Razel sont ouvriers ou quelques manutentionnaires ou quelques contremaîtres. C'est pas plus. Donc il faut expliquer que l'Afrique ne peut pas se développer si elle ne lève pas elle-même les fonds. C'est pour ça qu'il faut aller à New York, il faut aller à Boston, il faut aller même au Japon chercher l'argent. Il y a les places financières, il faut aller à Tokyo, il faut aller à Londres chercher l'argent. Il faut aller chercher l'argent, il faut capitaliser. Et pour que les places financières nous donnent de l'argent, pour qu'on lève des fonds, il faut qu'on ait une stabilité. Mais quand nous-mêmes, nous nous insultons matin, midi, soir sur Facebook, nous-mêmes on dit qu'on est les plus grands voleurs, on s'insulte, les gens notent.
On note l'indice de développement, l'indice de corruption, on note... Hein? Donc, mais mon cher Négou, là, vous m'embêtez déjà dans ce live. Je pense que je vais aller me coucher. Hein? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Banda Kani ce soir? Mon frère Banda Kani a ses opinions. Laissez qu'il assume. Je connais des musiciens qui jouaient au palais hier, aujourd'hui qui insultent le régime parce qu'ils ont des problèmes personnels. Je dis bien personnels. Et ils mélangent ça à la masse. Et comme vous êtes manipulable ou manipulé, vous ne faites pas. C'est le discernement qui nous manque le plus au Cameroun. C'est pour ça qu'on n'évolue pas. Les mêmes politiciens qui disaient A hier disent B aujourd'hui, vous êtes gentils et vous chantez leur louange. C'est ça. Non, je ne fais pas un live pour cette médiocrité-là. Monsieur, comment il s'appelle? Ne me poussez pas à vous bloquer à la fin. Il y a quand même une limite à la... Je ne sais pas comment vous appelez ça. Évitez ça désormais, s'il vous plaît. Allez faire vos lives et parler de tout ce que vous voulez. C'est ce que je ne comprends pas dans notre compréhension de la liberté. C'est-à-dire, c'est dans le live de quelqu'un que vous venez déverser toute votre haine et votre misère. C'est-à-dire, prenez vos téléphones, mettez mon live et dites tout ce que vous voulez. Franchement, faites ce que vous voulez. Mais nous, on a une retenue intellectuelle. Ça, vous pouvez ne pas aimer, mais la retenue intellectuelle nous pousse à ne pas aller dans votre sens, souvent. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas laisser un monsieur comme celui qui envoie le message que tout est mauvais au Cameroun. Et évidemment, moi, même si c'est dur, on ne peut pas venir dire que tout est mauvais. Vous êtes extrêmement négatif. Et c'est ce réarmement moral-là qu'il faut. Vous devez changer votre manière de penser. Ah, mon frère Guindoumbe, tu m'informes là que le direct est perturbé. Hein? Le réseau. Ouais. Ouais. Voilà les problèmes qu'on a au Cameroun. C'est-à-dire que il faut qu'on réfléchisse. Au Cameroun, vous avez tous les opérateurs qui sont étrangers. MTN, c'est l'Afrique du Sud, non? Le président sud-africain même, c'est sa société. Orange Cameroun, Orange France. Comment un pays comme le Cameroun n'a pas une société de téléphonie? Vous allez au Sénégal, vous allez en Côte d'Ivoire, il y a les autres, Orange, tout ce que vous voulez, mais il y a toujours une société, Move, je pense que Move est ivoirien ou sénégalais. On n'arrive pas, on n'investit pas massivement dans les secteurs clés. Le Camerounais fuit certains domaines. Mais monsieur allait dénoncer, mais je ne peux pas vous permettre, vous ne pouvez pas dire que... Alors, moi je rêve dans un Cameroun où on va dégager des gens qui sont de petits esprits. Quand on dit qu'on réfléchit, c'est qu'on veut comprendre. C'est qu'on mène une réflexion sur comment améliorer un pays. Évidemment, les services. Il faut qu'on capitalise. Les ingénieurs camerounais peuvent se mettre ensemble, les hommes d'affaires, ils créent une société de téléphonie. C'est pas dur. Ça ne coûte même pas grand-chose. Mais, vous savez, le Camerounais n'aime pas investir à long terme. Le Camerounais, c'est qu'est-ce qui me donne l'argent tout de suite? Qu'est-ce que je peux mettre dans le conteneur et on atterrit à Douala, j'ai 10 milliards et je construis mon immeuble vite fait. Voilà la réflexion de singe. C'est une réflexion de l'immédiateté, donc de la pauvreté, n'est-ce pas?
Et l'industrie nécessite beaucoup plus de risques. C'est pour ça qu'il faut respecter les pères Fotso. Même si les industries qu'ils ont aujourd'hui ont de la peine à survivre pour questions de management, familial parfois, mais l'industrie prend du temps. Il faut beaucoup d'amour pour faire de l'industrie. Vous pouvez gagner au bout de 10 ans. Hein. Les pertes sur pertes, problème sur problème, intrigue, machine, tout, énergie. Il faut déjà de l'énergie. Je vous ai expliqué ça. Pour construire un pays, il faut de l'énergie. Il faut beaucoup d'énergie. Avec tous les cours d'eau qu'on a. On a son loulou qui est là, et puis il y a les barrages, Menvele, Menkim et tout. Il faut que ça marche. Mais ça ne peut pas suffire aujourd'hui. Il y a... Non, monsieur, arrêtez, je vais vous bloquer là, monsieur de Changla. Vous ne pouvez pas manipuler un type. C'est quand je dis un truc qui vous intéresse, vous dites très bien parler. Je suis pas là pour vous. Dès qu'on dit un truc qui va dans votre sens, très bien parler. Dès qu'on ne dit plus un truc qui va dans notre sens, il n'est plus bien parlé. Il n'est plus très bien. Non, c'est très enfantin. Je dis que merci JF. Je pense que ce type-là a une diarrhée verbale ou il est malade un peu. Tu es un peu défroqué de la tête ou quoi? Il raconte tout en même temps. Et dans mon direct, c'est assez perturbant. Hein, pas pour moi, mais c'est embêtant parce que j'ai bien envie de te bloquer à la fin. Donc, ce que je voulais dire, c'est que il faut qu'on prenne le temps de réfléchir à l'avenir sur comment bâtir un grand pays. Un grand pays, c'est beaucoup de sacrifices. Les Noirs n'ont pas le temps de la maturation de la pensée en général, surtout en Afrique, pour permettre l'éclosion d'une intelligence supérieure qui aboutit à la matérialisation de la pensée. Donc l'industrie est la matérialisation de la pensée. C'est-à-dire il faut beaucoup lutter pour réfléchir, il faut de la recherche scientifique. Il faut que les universités soient pleines et bourrées de plateaux techniques et des jeunes qui cherchent matin, midi et soir. Il faut que les gens cessent d'être négatifs dans les quartiers. C'est dans la guerre qu'on crée, c'est dans les crises qu'on crée. C'est étonnant, tous les pays, vous êtes en Europe aujourd'hui, c'est dans les guerres les plus effroyables, la première et la seconde, c'est entre les deux guerres qu'on a commencé à créer. La guerre de 1914 était presque à la main. Entre 1914 et 1939, ils ont développé l'industrie, la course à l'armement. La Deuxième Guerre mondiale a vu les navires de guerre, les bateaux, les bombardiers, les chasseurs, la bombe atomique. C'est quand on souffre. Si vous dites donc que vous ne souffrez pas, parce que la plupart des Camerounais sont en train de boire, chacun au moins sa 10e bière en ce moment. Dans les quartiers, c'est plein, ça chauffe, la musique est assourdissante. L'église à côté, le pasteur est en transe, c'est-à-dire ça crie, ça cogne les batteries. Et vous venez insulter les autres qui sont en train de travailler dans le calme et le silence. Donc, il y a un état mental général qu'il faut recultiver en Afrique, où les gens doivent d'abord se taire, refroidir le cerveau, réfléchir. Ce n'est pas dur. Si c'était dur, on serait développé. Quand c'est dur, tu te développes. Faites-moi confiance, je fais 1000 conférences par an, même à travers le monde. Tous les enfants qui sont nés dans les familles dures ont réussi aujourd'hui. Soit ils sont morts, soit ils ont réussi. L'enfant des ministres, des DG, souvent avec les grosses lunettes là, et il vient laver les assiettes à Paris, ou bien il se natte les cheveux. Le neveu du ministre est toujours celui qui va à l'université. Le neveu du directeur général qu'on menace, qui lave les assiettes. Le neveu
ou la nièce qu'on prend toujours dans la maison du village. C'est elle qui passe le bac. Et dès qu'elle passe le bac, elle se bat, elle voyage. Elle vient s'inscrire à Harvard. Elle va au Canada, elle s'inscrit, elle finit l'université. Les enfants même du ministre ou du directeur général ou du riche, c'est rarement qu'ils mouillent le maillot. C'est parce que c'est la programmatique du cerveau mental. On vous a déjà raconté l'histoire du lion. Hein? Quand le lion vous suit là, qu'il veut vous dévorer, vous activez dans le cerveau la zone de la résistance, l'alerte du danger, la dopamine, le stress augmente. Mais la course que vous allez dégager là, elle est... Et c'est ça qui devrait arriver en Afrique. Le lion veut nous dévorer, mais on n'arrive plus à courir ou à nous défendre. Quand tu as acculé, même dans l'agression de ta vie, tu as des forces. Et c'est Tommy Buxy qui disait « Mes forces déculpent quand on m'inculpe ». Mais vous n'avez pas de culture. Pour la plupart. Bon, moi j'ai fini avec vous aujourd'hui. Non, en Afrique, les gens aiment bien, tout le monde veut être riche, surtout au Cameroun, c'est grave. Regardez nos jeunes sœurs, regardez nos petits frères, tout le monde, la vie n'est pas facile. Je peux vous rassurer que parfois vous bagarrez toute votre vie. Quand vous voyez quelqu'un réussir, vous voyez une petite veste comme ça, ne regardez pas la veste, regardez le parcours. Regardez le parcours. Je ne vous raconte même pas, quand j'étais en Guinée équatoriale, le président Obiang, vous savez, le président Obiang a voulu que je reste en Guinée, mon passeport était même prêt. Il a dit quand on a le talent, on reste en Guinée. Et le simple fait que quand il m'arrêtait comme ça, on buvait le champagne avec le président, hein, un papa. C'était pour me dire de rester en Guinée. Et dès que je suis rentré à mon hôtel, des gens comme Tagou, mal intentionnés et malhonnêtes, hein, ont failli m'agresser en disant que le président m'avait donné, en véhiculant une rumeur que le président m'avait donné 500 millions. Ils ont failli me tuer là-bas, les Camerounais. Donc, Kir Danube Wandi, merci pour la question. D'ailleurs, c'est le thème du livre que je suis en train d'écrire. Ça me fatigue, hein, parce que c'est un livre vraiment recherche. J'aimerais qu'à la sortie de ce livre, ou même avant, que chaque Camerounais l'ait comme un bréviaire. C'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Parce que quel est le processus pédagogique que le Cameroun doit utiliser pour être industrialisé? Mais déjà, il y a une conscience nationale. Il faut être en danger pour s'industrialiser. Mais les gens veulent que c'est nous qui mettions nos vies en danger quand eux, ils sont à leur 6e Guinness. Donc, il y a une conscience. Bon, c'est le goût de l'aventure. L'industrie a le même chemin. Il faut le goût de l'aventure. C'est-à-dire, quel est le milliardaire au Cameroun qui peut enlever 100 milliards? Parce qu'il y a des gars qui ont caché 800 milliards au Cameroun. Hommes d'affaires, ministres, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ont des fortunes sous les oreillers, ils ne font rien, à part loger les filles, ouvrir les boutiques aux filles. Hein? À Yaoundé, Douala, partout. Tu vois, un riche au Cameroun,
c'est qu'il a abandonné sa vieille femme à la maison, mais il ne fait qu'ouvrir les boutiques aux filles du quartier. Et il est heureux. Il faut que quelqu'un, l'esprit de sacrifice, c'est-à-dire le goût de l'aventure. L'aventure, c'est-à-dire tu ne sais pas si ça va marcher. Tu n'as même pas envie de savoir. Tu veux juste aider ton pays. Et il faut que quelqu'un sorte d'abord, que les gars commencent à sortir l'argent. Disons 10 milliards. Il dit, moi je mets ça pour la recherche. J'ai vu un jeune sur Internet là qui fabrique... Donc c'est ce goût de l'aventure. Accepter que ça puisse ne pas marcher. Deuxième chose, parce que les maisons qu'on construit là, les immeubles penchés là, n'apportent rien au développement. Ça salit la ville. Deuxième chose, il faut avoir l'esprit scientifique. Et comment on crée l'esprit scientifique? C'est à travers l'éveil. C'est à travers, je ne sais pas, le noir a peur de la science. Il faut tuer aussi Dieu en même temps. Hein? Bon, pas tuer, voilà. Je ne veux pas entrer dans les débats du quartier là. Une hystérique peut tomber malade là maintenant parce qu'on a dit ça. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est-à-dire que il faut accepter que Dieu aime la science. Sinon, on va rester au niveau des Africains, des Noirs là. Dieu, Jésus-Christ, Mahomet, les dogmes nous bloquent. Les dogmes religieux nous empêchent de nous élever. Les dogmes. Or, la vraie réflexion, quand tu commences à comprendre que tu peux être, parce que tu es à l'image de Dieu, aussi proche de Dieu en travaillant plus fort, tu commences à développer un esprit. Tu trouves les mamans en train de porter le haricot, le taro derrière le dos. Ça commence à te faire mal. Tu entres dans ta chambre, tu prends l'ordinateur, tu te mets à dessiner une brouette. Pas pour toi, mais pour que les mamans ne portent plus les charges, le bois derrière le dos. C'est ça l'esprit scientifique dans un pays. Vous trouvez les jeunes en train de vendre des arachides sur la tête. Vous dites non, on ne peut pas continuer à vendre des arachides sur la tête et se balader. Il faut améliorer. Qu'est-ce qu'il faut? Tu regardes ce que les autres ont fait. Si tu peux copier la technologie, tu le fais. Mais maintenant, fondamentalement, la base de l'industrie, c'est la pensée. Et on revient sur les Bibles. Et voilà un livre qui a plus de 10 ans, Chronique pour l'émergence d'une Afrique rayonnante. C'est-à-dire, plus on écrit, vous savez, en France, ils ont mis un siècle, ils ont appelé ça le siècle des Lumières. Diderot, Beaumarchais, Voltaire, tout ce que vous voulez. Pendant 100 ans, ils ont passé le temps à écrire. Jusqu'à aujourd'hui. Vous allez en Allemagne, c'est pareil. Il faut d'abord accoucher tout. C'est-à-dire tout ce que Dieu te donne, l'inspiration. Comment faire? Les Jules Verne ont dessiné le centre de la Terre. Il disait qu'il va faire le tour de la Terre en 80 jours. Aujourd'hui, on fait le tour de la Terre en 1 heure. Donc, les gars rêvent. Il faut rêver. C'est pour ça que chez nous, on ne peut même pas rêver. Il y a quelqu'un qui vient insulter. Il est mouf, il fuit. Mais quelqu'un est en train de rêver, ça t'énerve. Quelqu'un est talentueux, il t'énerve. Tu as un frère qui est brillant, il t'énerve. Mais vous voulez donc que le pays soit dirigé par les médiocres ou l'obscurité? Je ne sais pas. Vous allez dire, il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour. Hein? Non, on n'est pas là. Je n'ai pas assez de temps. Mais puisqu'on est en train de causer, il faut qu'on aille dormir parce que moi, vous me bouffez de l'énergie, là. Vous aimez quand vous nous bouffez de l'énergie comme ça? Je ne sais pas si je peux retrouver ce monsieur. Vous allez rire. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui a été très désobligeant avec moi, comme beaucoup d'ailleurs. Je ne leur en veux pas. Chacun assume son ignorance. Alors, il s'appelle Stéphane quelque chose, Mbagam, je ne sais pas quoi.
Je viens lui dire, là, inbox, là, cette fois-ci, j'assume, je lui dis, mais, monsieur, je ne vous bloque pas, mais de grâce, ne m'insultez plus, jeune homme. Mais comment quelqu'un est là, il ne vous fait rien? Ce jour-là même, je faisais un live très important sur la pensée, l'élévation d'esprit. Il a dit des choses terribles sur moi, il ne me connaît pas. Alors, sa réponse est, je ne vous insulte pas, mais j'ai entendu et vu beaucoup de suffisance et de condescendance. Vous ne vous rendez pas compte. Vous demandez aux gens de se développer. C'est-à-dire le noir, dès que tu es brillant, il faut que tu meurs. Bon. Qui va donc rester pour lutter, pour vous défendre? Que ce soit en politique, en économie, en tout. Il dit, et ça j'ai 1000 messages comme ça, vous savez pas ce qu'on vit. Il dit que je parle avec condescendance et suffisance. C'est ça qui pousse à ce qu'il m'insulte. Réfléchissons 2 minutes quand même. Non, réfléchissons 2 minutes. Mettez-vous à ma place. Je souhaite que ce soit vous ou vos enfants demain assis à ma place. Donc, nous sommes allés à l'école. On est formés. On a de l'assurance parce que je vous dis, c'est mon métier. Je fais des conférences à travers le monde. Je suis un expert en rhétorique. Je suis un écrivain distingué. Une dizaine d'œuvres au programme, même dans les universités. Mais quelqu'un est énervé que je parle avec suffisance. C'est un crime. Aux États-Unis, on aurait dit bingo, j'aime ce gars. Il me faut ce monsieur. Au Cameroun, c'est chassez-le, écartez-le, tuez-le. Et vous reproduisez ça, mais après vous accusez les autres. Les hommes politiques, oh, Paul Biya a fait, Paul Biya n'a pas fait. Mais quand un Camerounais a cet esprit-là, c'est pas moi qu'il déteste. Il déteste tous ceux qui... Il déteste tous ceux qui peuvent être brillants autour de lui. Des gars comme ça, c'est eux qui tuent leurs propres frères, même dans les familles. Moi, il ne peut rien me faire, il ne peut pas m'atteindre. Mais imaginez ce qu'un jeune comme ça peut avoir comme ressenti. Il dit que tu parles. Donc, parler avec suffisance, avec un peu d'allant et d'élan, est un motif d'être tué au Cameroun. Et un esprit comme ça, vous voulez développer le pays comment? Dites-moi. Laissons même la politique. Comment vous pouvez développer le pays si on ne nous a pas appris à aimer les victoires des autres, le talent des autres, l'enfant de l'autre qui réussit? À l'époque, quand l'enfant de l'autre, quand un enfant réussissait au quartier, tout le monde venait avec les cadeaux. On lui donnait les enveloppes. Moi, j'ai eu plein d'enveloppes dans mon quartier, à Bonapriso. Quand on était petit, on traversait. Ah, tu as eu le BPC, oh bravo, fiston, bravo. Tu arrives au village, on égorge le poulet, un oncle t'accueille, on t'accueille, mais c'est terminé. C'était cet esprit-là, cet esprit. Aïe. Ouais. Leader parfait, Guifang Menjenang, lui veut seulement m'abattre ce soir. Papa, je ne réponds pas à ta question. Je ne veux pas répondre à ta question parce que là, on ne va pas avancer, on va basculer plutôt dans les intrigues. C'est-à-dire que
C'est ça, la misère morale dans laquelle on est plongé, c'est-à-dire le développement d'une idée n'est même plus permise. Quand je parle de, par exemple, le guide, à chaque fois, tu tires sur les gens qui pratiquent la vente de la friperie, au motif que ça ne développe pas une société. Et tu caresses ceux qui courent après le ballon rond. Bon, je vous le concède. Importons donc tous la friperie et voilà le développement. Vous voyez? C'est ça. Le vrai Camerounais aujourd'hui, c'est-à-dire incapable d'argumenter, incapable de sortir de ses émotions. Peut-être qu'il importe les friperies. Je n'ai pas qualité d'interdire ou pas. On est dans un débat, si vous voulez, même si c'est virtuel. Et je pense juste dire que vous vous plaignez que tout va mal au Cameroun, mais arrêtons aussi la friperie, chaque boubou, chaque habit qui entre, chaque slip percé d'une vieille dame européenne que vous mettez dans le conteneur est une société de couture que vous fermez au Cameroun. L'Afrique de l'Ouest est plus développée sur ce plan-là parce qu'ils ont leur tenue qu'ils ont adoptée. Le Nigeria est la première puissance africaine parce qu'elle a adopté un mode de pagne, de tissu bien fait. Il y a une industrie de la mode. La friperie donc tue la mode. Ça tue la couture. Ça tue le stylisme. Le stylisme. Ça tue le génie, la créativité, l'art. Est-ce que vous me comprenez au moins? J'espère que vous avez compris. Voilà. Est-ce qu'on veut alors se développer? Mais on ne veut pas se développer. C'est parce qu'on ne veut pas se développer qu'on a tous ces problèmes-là aujourd'hui qui nous tombent à la face. Les gens ne veulent même pas réfléchir. C'est ce que j'ai appelé la défaite de la pensée. La culture naît dans la rue mais meurt sur le trottoir si elle n'est pas récupérée et structurée pour entrer dans le champ de l'économie et de l'industrie. L'art restera artisanal si on n'y introduit pas la norme, de la célérité et de la production. Je suis tombé sur cette page 105, un livre que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, où je parle toujours d'industrie. Quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai. Vraiment, je suis sorti de ces débats-là. Si je vous dis ce que j'ai, vous allez tomber évanoui. D'aigreur et de méchanceté. Je vous connais. Ouais, Michel Lendi, vous êtes incompris. Ce peuple est dur de la tête. Ils ne comprennent rien à votre discours. Ils sont dirigés par l'émocratie. Voilà un concept que j'ai lancé. Les Blancs ont dit démocratie. Nous, on est venu comprendre émocratie. Les émotions, la dictature des émotions. Tu ne dis pas comme on pense, on te déteste. Tu ne dis pas ce qu'on veut, on te déteste. Mais vous allez finir par détester même les cafards. Hein? Edith la bourgeoise, bonne et heureuse année santé pour souhaiter amour. Voilà les bons mots pour le soir. Bonsoir ma chère Edith la bourgeoise. Vous savez, j'ai eu tellement de problèmes quand je travaillais au Cameroun. Les rares fois où je suis rentré travailler au Cameroun. Vous faites votre métier, mais vous sentez comment l'autre vous envie à mourir. Au lieu de se rapprocher de vous et de vous dire, grand frère, comment on fait pour parler comme ça? C'est l'école et le don que Dieu te donne.
Et à Mouleti, toute ma vie, toute une vie d'adversité. Finalement, j'ai un destin, je laisse Dieu faire sa part. Je lui dis merci de m'avoir mis dans ce monde. Mais j'ai un destin unique. Hein. Le jour où je vais vraiment vous parler de moi, vous allez pleurer à ma place. Tout ce que j'ai dans la vie, les gens veulent m'arracher, m'effacer et même m'écarter. Même dans ma famille. Mais ça, c'est personnel. C'est des douleurs qu'on ingurgite et on assume son destin. Simple Fosso dit, on devrait vous couronner le guide pour qu'on puisse au moins apprendre pour 100 ans. J'ai un destin particulier. Vous m'avez vu avec le père Bokom. Regardez l'âge de père de Bokom et regardez mon âge. Mais lui et moi, on s'arrête comme ça, on mange, on rigole. J'arrive chez lui, il dort. On réveille le père Bokom, il sort. On nous sert le tarot, la sauce jaune, on mange. J'ai fait quoi pour être proche de père Bokom? Manger avec le père Bokom, Bokom qui est un borgné. Donc, j'ai un destin comme ça. J'ai un destin où les gens qui veulent avancer, qui sont grands, m'adoptent. Et les petits esprits là ne peuvent pas m'aimer. D'ailleurs, comment vous pouvez même détester quelqu'un qui ne vous veut que du bien? Je ne sais pas quel... Je suis même tellement naïf, je dors comme un bébé. C'est pour ça que j'ai aidé des amis ici qui marchaient même avec ma carte bleue. C'est-à-dire, citez-moi un ami qui peut vous donner sa carte bleue en France. Moi, je l'ai fait. Quand j'étais, c'est pas maintenant que vous gueulez là. Quand nous, on était ici dans ce Paris, pas des soirées, hein, c'est-à-dire entrer dans les milieux clos, fermés, bourgeois et aristocrates. Donc, nous, on fait nos petits chemins, mais je sais que quelqu'un de bien intentionné ne peut pas me détester. Si vous voyez quelqu'un qui a un souci, ça veut dire qu'il ne veut même pas en... C'est un ennemi de l'intelligence et du progrès. Voilà. C'était ma part de confidence ce soir, parce que je n'aime pas quand... On fait un direct comme ça, c'est pour avancer. Alors, Kir Danube dit, Mouleti, je pense que notre société nous a contraints à se contenter d'améliorer son avenir social. Du coup, moins de temps pour poser les questions existentielles. Voilà les vrais problèmes. Aujourd'hui, on ne veut que manger. Aujourd'hui, nous, on ne veut que manger. On a réduit un peuple à l'état mental sauvage du phacochère qui veut broyer des noix. Et le phacochère et le singe sont deux bons amis. Le singe, alors, quand il mange, il garde ici. Comme un rapalmiste aussi. Le singe ne veut pas avaler, il garde là, il croit que il est sauvé parce qu'il met deux... Non, mais c'est des réflexes reptiliens. Grandissons un peu. Quittons un peu la panse. Vous savez, moi, je vois des gens qui écrivent le tube digestif parfois, tout ça, ils croient que ça me touche ou ça me... Je rigole, je dis, l'ignorance ne finira jamais au Cameroun et en Afrique. C'est pour ça qu'on est battu. Il y a des gens qui n'auront plus jamais faim de leur vie. On est dans le domaine maintenant de l'accomplissement de soi. J'ai des grands-enfants. Vous verrez. J'ai éduqué, hein. J'ai enseigné. Hein. J'ai formé. Hein. Je forme encore. Hein. Donc, quand tu as une vie accomplie comme ça, regardez le visage. Dieu te donne ton visage qui est ta carte d'identité. Quand vous voyez les gars marcher comme ça veut dire que sa carte d'identité même est froissée. Hein? Soyez plus léger. Meilleur vœu à vous. Meilleur vœu à vous. À vous tous. Bon, on a trop frappé les divers ce soir.
Vous savez, je sais que Facebook m'a bloqué. Hein? On ne dépasse pas 50 vues. Mais après, vous allez voir tout à l'heure, avant le matin, on sera à 10 000. C'est pour ça que je suis convaincu que l'audience est encore plus forte. Et c'est pour ça que je vous aime plus fort. Bon. Alors, je vais sortir par là. Oui, ils ont même les médias, ils refusent de m'inviter. Comme si... Même les médias où j'ai été patron. À mon jeune âge, j'étais déjà patron. Les gars sans talent veulent nous commander. C'est ça le problème du Cameroun. Même en politique, que ce soit de l'opposition ou au pouvoir, les gens sans talent veulent nous commander. C'est pas possible. Le guide, malgré les difficultés que nous rencontrons, quels 3 conseils que vous pouvez donner à un jeune qui veut se battre et tracer sa route malgré les obstacles? Mais il faut déjà croire. Il faut croire en vous. N'écoutez plus les gens qui vous découragent. C'est pas possible. Le Cameroun se porte mal. Mettez 10 paysans français ou russes pauvres au Cameroun et revenez 1 an après. J'ai dit ça ce matin, quelqu'un a dit non, l'État leur facilite. Je dis non. Je dis, mettez 10 Français paysans, analphabètes même, comme il y en a beaucoup ici en France. 10 paysans français, vous les jetez dans n'importe quel village du Cameroun. Vous donnez 6 mois, même pas 1 an, 6 mois. Vous revenez voir ce qu'ils vont faire de leurs mains et de leurs têtes. Et là, vous allez encore dire que le Cameroun ne se porte pas bien. À l'heure actuelle, c'est les Chinois qui attachent les bâtons qu'on mange ici. Ils sont au Cameroun. Nous, on est vigiles ici, sous le froid. Réfléchissez, les gars. Moi, je n'ai plus, en tout cas, moi, atteint l'âge de me plaindre. J'ai atteint l'âge du leadership, de faire. Allez, bonne soirée à vous.